Vous êtes sur la RTNC, prière de nous excuser pour ces problèmes purement techniques indépendamment de notre volonté. Mais puisque vous informez, c'est un droit, 24 milliards de dollars de dommages et intérêts pour de préjudices matériels et financiers exigés à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila accusé de trahison. C'est la demande formulée par les avocats de la République hier devant la haute cour militaire. Voici le résumé de cette audience. Nous sommes à la 4e audience dans le procès qui oppose le ministère public représenté par l'auditeur général Likoulia au prévenu, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, poursuivi de 8 chefs d'accusation, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dès l'entame de l'audience, les avocats des partis civils, à savoir la République, la province du Nord Kivu et les organisations non gouvernementales, sont passés à la barre pour exprimer leurs prétentions. Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila par opportunité, dans une perspective d'espionner la République démocratique du Congo, selon ses partis civils. Dans un long exposé, Maître Bondo démontre la falsification de l'identité et appelle la Cour à retenir aussi l'espionnage à la liste de griefs contre Joseph Kabila, la collusion avec les forces ennemies, l'enrichissement spectaculaire et illicite et le devoir pour la Cour d'ordonner la saisie de ces biens afin d'indemniser les victimes qui se comptent par millions ont été mises en exergue. Au terme de leur conclusion, les partis civils La République réclament l'équivalent en francs congolais de plus de 24 milliards de dollars américains et la province du Nord Kivu revoit ses prétentions à 10 milliards de dollars. Le président de Seyant, le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalai Tiende, a suspendu l'audience, l'a renvoyé à vendredi 12h avec certainement à l'extrait des rôles les conclusions des partis civils, organisations non gouvernementales. Au Japon, la première ministre de la RDC a fait entendre la voix de son pays face aux dirigeants du monde réunis pour la TICAD 9. Judith Subina Tuluka a lancé un message fort, je cite ses propos. Sans la paix, il ne peut y avoir le développement pour la région de Grand Lac marquée par l'instabilité. La première ministre Judith Subina Tuluka plaide pour une intégration économique et régionale fondée sur la stabilité. On fait le point avec Chimandondo Pompomba et Joe Patrick Coucou. Pas de développement sans paix. Devant les dirigeants du monde réunis à la TICAD 9, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a lancé un appel fort depuis la tribune. La stabilité de la région de Grand Lac est une condition sine qua non au progrès. Dénonçant l'instabilité persistante, elle a salué les efforts en cours et réaffirmé l'engagement de la RDC pour une intégration économique régionale fondée sur la paix et la coopération. En marge de la conférence, Kinshasa renforce ses alliances. L'Égypte a réaffirmé son intérêt pour les méga-projets hydroélectriques du Grand Inga, tandis que la capitale congolaise est invitée à l'inauguration du Grand Musée du Caire, un geste fort de rapprochement culturel. Lors d'une rencontre bilatérale entre son homologue ivoirien Robert Mambé, Judith Suminwa Tuluka a annoncé la tenue prochaine d'une commission mixte en vue de dynamiser les échanges dans des secteurs stratégiques comme l'environnement, l'énergie et l'agriculture. Autre moment fort, la rencontre entre Judith Suminwa et la directrice Afrique du PNUD, Haouna Eziakonoa. On a échangé sur la situation à l'est de la DRC et puis on a félicité le gouvernement pour ce qu'ils sont en train de faire pour les populations. Et effectivement, on sait qu'avec la paix, on a félicité le gouvernement aussi pour l'accord qui vient d'être signé. Et on sait qu'avec les déterminations du gouvernement, on va pouvoir aider avec le PNUD les populations qui sont retenues. Les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, faire de la relance socio-économique en RDC. Toujours au-delà de nos frontières, comment la RDC s'y comporte dans sa lutte contre le monkeypox?
Le docteur Jean-Jacques Muyembe a partagé l'expérience congolaise devant d'éminents scientifiques. Petit Tondon. Pour ces panels santé de ce jeudi 21 août 2025, il était question de partager tous les aspects, c'est-à-dire état des lieux, défis et efforts déployés en Afrique et au Japon dans la promotion de l'innovation et des partenariats pour la surveillance et la riposte des épidémies post-Covid-19. Parmi les panélistes, le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo de la riposte contre les Mpox avec une nouvelle donne épidémiologique, la transmission par voie sexuelle. Le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe a parlé des différents systèmes de surveillance tout en soulignant l'importance de la surveillance génomique qui permet de déterminer l'origine et de suivre la transmission de l'épidémie. Il a par ailleurs plaidé pour la recherche scientifique pluridisciplinaire. On ne peut pas se préparer aux pandémies avec seulement des chercheurs ou bien non, nous devons être pluridisciplinaires et dans une approche One Health où le vétérinaire, les médecins, l'anthropologue travaillent ensemble. Et nous, au Congo, je crois que nous sommes prêts parce que nous avons déjà une équipe qui est chargée des essais cliniques et qui travaille. Dernièrement, nous avons fait des essais cliniques sur le tecovirimat. Nous avons prouvé qu'il n'est pas efficace pour traiter les Mpox. Et nos résultats ont été appuyés par d'autres études, STOMP et Unity, menées en France, qui prouvent également que le tecovirimat n'est pas efficace contre les Mpox. Le Japon, à travers la JICA, en partenariat avec les CDC, s'investit dans le renforcement des capacités des institutions de recherche et laboratoires en Afrique, comme l'INRB et des ressources humaines africaines. Cet événement a permis aux acteurs africains du monde de la recherche de rencontrer les partenaires et les secteurs privés japonais en vue de projeter la promotion de la recherche et le développement des médicaments et kits de diagnostic pour une bonne prise en charge des épidémies. On change carrément de registre à Kinshasa pour une excellente collaboration au sein du ministère de la Défense et anciens combattants. Maître Guy Kabombo Modianvita, vice-premier ministre, a échangé le 21 août 2025 avec Lézière Tamboué, ministre délégué en charge des anciens combattants. Les autres détails dans ces récits signés Sandra Nyangui et Jiresto Funge. Cette rencontre de prise de contact marque le coup d'envoi d'une coopération étroite entre les deux personnalités gouvernementales soucieuses de répondre efficacement aux attentes des anciens militaires et de contribuer à la réforme globale des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. En présence de la secrétaire générale aux anciens combattants, le général-major Kabwanga Symphorose, maître Guy Kabombo Modianvita, le VPM, a brossé un état des lieux des défis actuels et projets phares en cours, tout en soulignant la mission capitale assignée au ministère par le commandant suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rebâtir une armée républicaine forte, professionnelle et respectueuse des droits de ses membres actifs et retraités. La révalorisation du statut des anciens combattants est au cœur de nos priorités. Offrir aux soldats une retraite digne et paisible, c'est aussi garantir la cohésion et la mémoire de la nation, a déclaré maître Guy Kabombo Modianvita. De son côté, le ministre délégué Lézière Tamboué a salué cette ouverture et a affirmé son engagement total pour assurer une meilleure prise en charge des vétérans. Il a insisté sur la nécessité d'un travail en tandem pour bâtir des solutions durables à travers un plan d'action coordonné. Cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre préparatoire par rapport à l'installation là où je dois prester. Le chef de l'État connaît tous les jouets. J'œuvre dans le social depuis plusieurs années. Et là où le chef m'a envoyé, c'est pour donner de l'honneur à ceux qui ont servi le pays sous les drapeaux. Et on le fera. Dans un climat de respect mutuel, les deux ministres ont convenu d'unir leurs efforts dans un esprit de proximité et complémentarité en faveur de ceux qui ont servi la patrie avec honneur. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi au sein du ministère de la Défense, celle de l'écoute, de la réforme et de la reconnaissance. De belles images arrivent voir sur le site internet de la RTNC, aussi sur la chaîne YouTube. Dans le Congo profond, depuis le lancement des opérations militaires menées par le FARDC contre la milice Zaïre CRP alliée du M23 à Djougou et à Irumu dans la province de l'Ituri, plusieurs miliciens sont rendus avec armes et munitions. Ceux qui hésitent à les faire, ils sont appelés à déposer sans condition les armes.
Il ne s'agit pas ici d'un désarmement volontaire mais plutôt forcé après la pression militaire exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements se sont déroulés les 19 août courant. Ces mouvements CRP Zaïre de Thomas Lubanga alliés au M23 a subi de lourdes pertes, dont des morts et des blessés graves. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les responsables de cette milice ont sollicité des négociations afin de cesser les combats et remettre sans condition leurs armes individuelles et collectives, dont l'objectif de sauver leur vie et donner une chance au retour de la paix dans cette zone minière. Les bilans de ces opérations fait état de plus de 70 éléments qui se sont rendus. 21 fusils AK-47 ont été récupérés, 2 mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes RPG, une caissette de munitions AK-47, une bombe RPG-7 sans fusée. Le général Boni Matiti, commandant secteur adjoint en charge des opérations et renseignements, a présidé la cérémonie. Dès aujourd'hui, les armes que vous remettez, c'est insuffisant. Vous dites que vous êtes 4000, on a besoin de voir 4000 armes. Ceux qui détiennent encore les armes, à Mabanga, rassemblez toutes les armes et remettez au gouvernement et vous aurez la paix. Et s'il y a d'autres qui continuent à cacher les armes, vraiment, on n'aura pas la pitié. Mais comme vous venez avec les armes comme ça, vous êtes des Congolais comme nos frères. Nous ne pouvons pas nous tuer. Allez propager cette nouvelle, que ce soit Mabanga, Lopa, Iga Barrière, Nizi, Solonyama, Iga Barrière, Katoto, Largo, remettez les armes. Cette dynamique répond à l'attente du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chambadjoni, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. La cérémonie officielle de cette réédition a eu lieu dans la localité de Pandourou en présence de l'honorable Daniel Ouyewa. Autour d'une table, le coordonnateur national du PDDRCS, le coordonnateur de DDR MONUSCO, l'ambassadeur de l'Égypte en RDC, c'est lui de la Côte d'Ivoire. Au menu, échange sur les opportunités et les perspectives pour la réorganisation de questions de désarmement et relèvement communautaire des démobilisés de groupes armés dans l'est de la RDC. Peggy Mukunda. La République arabe d'Égypte et la République de Côte d'Ivoire ont déterminé à renouveler leur engagement d'appui et d'accompagnement au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS sur le processus d'aider des groupes armés dans l'est du pays. C'était une réunion sur le groupe des amis co-présidé par l'Égypte et la Côte d'Ivoire, avec mon collègue de l'ambassade de Côte d'Ivoire, le chargé d'affaires. On a discuté sur le sujet de cette réunion qui doit prendre part à New York dans les mois prochains. On est venu ici comme un message de soutien de notre part de nos deux pays. Cette année, on discute encore les perspectives et les opportunités de réorganiser une autre réunion au sein de ce groupe pour les questions de DDR en RDC. Enthousiasmé, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Desdieux, Désiré Ntangatita, s'exprime. MONUSCO joue un rôle important dans l'accompagnement du gouvernement à travers le PDDRCS et c'est dans ce sens que le coordonnateur de DDR au niveau de MONUSCO, mais aussi au niveau du système des Nations Unies, a été associé pour faciliter ce travail avec le pays ami, membre du groupe d'amis de DDR, mais aussi qui co-préside ces groupes de plaidoyer. Donc nous avons discuté de nos priorités, mais aussi apprécié cette amitié et cette disponibilité à pouvoir nous accompagner. La coopération bilatérale entre la RDC, l'Égypte et la Côte d'Ivoire est au beau fixe. Dans l'actualité également, expliquer le contenu de textes de loi pour concrétiser le projet de rajeunissement de la fonction publique et sa gestion efficiente. C'est la tâche effectuée par le vice-premier ministre de la fonction publique en face de près de 600 délégués de l'intersyndicale de l'administration publique. C'est une histoire de Nadine Kiloche, Cédric Enina dans un film de Moké Maloma. Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a échangé ce mercredi 20 août 2025 avec les 600 délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. Il y a d'abord la loi portant statut des agents. Cette loi vient tordre le cou au phénomène de NU.
de NP non payés, de NA non affectés. Cette loi instaure une administration tournée vers l'obligation du rendement et des résultats avec l'évaluation des compétences et des performances. La contractualisation de la fonction publique pour des métiers qui ont été longtemps négligés dans notre pays. Les éboueurs, les paysagistes, les cantonniers. La loi instaure aussi pour les femmes le droit de cumuler le congé de maternité avec le congé de reconstitution. Elle instaure aussi la retraite à titre posthume. Le vice-premier ministre a également annoncé la mise en place d'un dispositif intérimaire de certification des listes en vue de la mécanisation des agents publics de l'État. En attendant la politique salariale, on va mettre en place un dispositif de certification des listes des agents appelés à être mécanisés. Parce que la mécanisation, pour le moment, est en train de s'opérer avec beaucoup d'opacité, avec beaucoup d'abus. J'ai même sanctionné certains agents de la cellule informatique de la direction de préparation des éléments de la paie de la fonction publique. Parmi eux, il y en a certainement qui seront révoqués définitivement de l'administration publique. Les délégués ont été appelés à jouer pleinement leur rôle de relais dans la vulgarisation des réformes engagées pour une administration performante au service des politiques publiques. En justice, le premier président de la Cour de compte et l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale de finances, accordent pour une collaboration efficiente entre les deux services pour créer une synergie autour d'un contrôle rigoureux de finances publiques. C'est dans un climat d'échange constructif que la Cour des comptes et l'inspection générale des finances renforcent leur coopération. Au cœur des discussions, la transmission des rapports d'audit produits par l'inspection générale des finances, comme les prévoit la loi organique qui fixe la composition, l'organisation et fonctionnement de la Cour des comptes dans son article 30. À l'article 30 de notre loi organique, il est dit que tous les corps de contrôle qui relèvent du pouvoir central, des provinces, tout comme des entités territoriales décentralisées, doivent transmettre à la Cour des comptes leur rapport de contrôle. Donc, l'IGF, faisant partie de ce corps de contrôle, a cette obligation-là de transmettre à la Cour des comptes les rapports de ce contrôle. L'inspecteur général des finances, quant à lui, évoque une nouvelle étape dans la consolidation des actions communes pour lutter contre les dérives financières. Nous avons échangé de façon fructueuse. Tous les échanges ont tourné justement sur comment faire une synergie entre ces différents organes au lieu de se combattre, plutôt regarder dans la même direction pour que cette fonction contrôle telle que souhaitée par le président de la République, afin d'implémenter la bonne gouvernance de la chose publique dans le pays, puisse justement atteindre cette vision-là. Une nouvelle page renforcée qui s'ouvre dans les relations entre la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Et puis la cellule nationale de renseignement financier et l'ordre national des experts congolais viennent de signer un protocole d'accord en vue de lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Gumatundu. En apposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, la cellule nationale de renseignement financier et l'ordre national des experts comptables, qui jouent un rôle important dans la détection des flux financiers illicites, s'engagent à mutualiser leurs efforts pour lutter contre la fraude et les blanchiments de capitaux. La CNRF ne peut bien exercer cette mission qu'avec l'accompagnement des autorités ordinales, notamment l'ONEC. Donc, Monsieur le Président, nous serons en contact permanent avec vous par rapport à cette supervision basée sur les risques. Et croyez-moi, même si l'on parle des sanctions, aucune sanction ne peut être prise sans l'avis, n'est-ce pas, de votre ordre. Désormais, les entreprises ne pourront plus falsifier les états financiers avec la complicité des experts comptables
sans en être exposés à la rigueur de la loi. La CNRF et l'Ordre national des experts comptables viennent de lever l'option de mener une politique commune en matière de lutte contre la fraude. L'ONEC comprend très bien les enjeux du blanchiment, raison pour laquelle nous sommes disposés à accompagner la CNRF dans tous les efforts qui sont fournis pour pouvoir sortir notre pays de la zone grise. Par ces protocoles d'accord, la RDC veut se conformer aux desiderata du GAFI, le groupe d'action financière internationale qui a placé le pays sous surveillance renforcée et a enjoint le gouvernement congolais à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Tout à fait autre chose, la commune de Kalamou a accueilli hier une caravane de formation sur la transparence dans la commande publique. Après la commune de Mongafula par Kimwenza, la campagne de sensibilisation et de mise à niveau sur les procédures nationales des passations de marchés publics vient de faire escale ce jeudi dans la commune de Kalamou. Une initiative portée par l'autorité des régulations de marchés publics RMP pour vulgariser la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Maître Claude Kayembe-Mbaye, directeur général de l'ARMP, a personnellement présidé la séance devant les responsables locaux. Ensemble, nous serons d'accord qu'avec la maîtrise des mécanismes de passation des marchés, la commune peut optimiser l'utilisation de ses ressources. Ainsi, cette formation est conçue de manière à vous doter des outils pratiques nécessaires pour appréhender avec acuité toutes les phases de marché public. Les participants de Kalamou, à travers leur bourgmestre, ont salué cette démarche, estimant qu'elle contribue à rapprocher les textes de loi de la réalité du terrain. On va être formé par rapport aux attributions de marché. Il y en a plusieurs types de marchés. C'est pour la transparence dans les marchés de l'État. Avec Kalamou, la campagne continue son parcours dans les communes et entités territoriales décentralisées de Kinshasa, confirmant l'engagement de l'ARMP à bâtir une culture de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds publics. Dans le cadre du programme Sino-Congolais, une délégation mixte a procédé à la réception provisoire de travaux de modernisation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Bena-Bilonda et Bena-Chitala. Une étape cruciale vient d'être franchie dans la modernisation de la route nationale numéro 1, axe vital entre Mbujimayi et Mweneditu. La section Bena-Bilonda-Bena-Chitala, longue de 38,8 km, a fait l'objet d'une réception provisoire marquant une avancée majeure du programme sino-congolais. Le mardi 19 août 2025, une réunion de coordination s'est tenue à la base vie de l'entreprise chinoise Grexet, sous-traitante de 6SA, avant le lancement de la mission d'inspection. Conduite par l'ingénieur Gilbert Kapuku Guindou, directeur provincial de l'ACGT Grand Kasaï, la délégation comptait des experts de Kinshasa, des membres de l'ACGT, du ministère provincial des ITPR et du gouvernement provincial. Tout au long des 38,8 km de route, large de 7 mètres, la commission a inspecté la qualité des ouvrages, vérifiant la levée des réserves émises en mai dernier, notamment la végétalisation des talus, la finition de la chaussée et la signalisation routière. Globalement, les travaux ont été jugés conformes. Ce que nous pouvons retenir, la route elle a été bien faite. Néanmoins, il y a quelques recommandations et réserves qui ont été mises à l'endroit de l'entreprise qui seront exécutées pour l'amélioration du projet. La journée s'est clôturée par la signature du procès-verbal de réception provisoire à la base vie de Grexet. Le lendemain, l'équipe de la CGT a poursuivi sa mission sur le chantier de réhabilitation du tronçon urbain de la RN1 à Mbujimayi, long de 7,871 km depuis le rond-point Petrombu jusqu'à la fin du tracé pour vérifier l'avancement, la qualité et le respect des délais. Il s'y tiendra dans la ville de Mbujimayi du 10 au 13 septembre 2025. La 8e édition du Forum national du genre. La ministre Michel Mbaye a échangé avec des personnes chargées de préparatifs. Titi Bongunja. Les cadres administratifs du ministère du genre ont présenté les avancées enregistrées dans le préparatif de la tenue prochaine de la 8e édition du Forum national du genre.
La validation de la date et les lieux, l'identification du partenaire et la garantie de la participation effective de tous les ministres provinciaux ainsi que le chef de division en charge des genres. Esther Kamwania Biaï, secrétaire générale au genre, est revenue sur le choix de la ville d'Mbuji-Mayi. Cette région reste marquée par des fortes pesanteurs socioculturelles, coutumes restrictives, mariages précoces et violences basées sur le genre. Ce forum sera une opportunité pour examiner ces réalités et renforcer la protection des droits des femmes sur toute l'étendue de la RDC. Ce rendez-vous de la femme congolaise se tiendra sous les thèmes « Femmes, paix et sécurité ». Après cette réunion préparatoire, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, a eu des échanges fructueux avec le président des conseils provinciaux du Conseil national de la jeunesse, venus de 26 provinces de la RDC pour élire leur conseiller national. Occasion pour Micheline Ombaye de dire toute sa compassion aux familles touchées par les récents actes de violence survenus dans l'est du pays. La présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Lomami, qui a servi de porte-parole pour la délégation, est revenue sur les échanges ont tourné tout autour de l'encadrement de la jeune fille et du jeune garçon, surtout sur les plans de son autonomisation. Le problème de manque de centres d'encadrement professionnel ou d'insertion sociale dans nos différentes provinces. Et nous avions demandé à ce que par ces relations interministérielles, qu'elle plaide pour l'installation de ce centre d'autonomisation et d'insertion professionnelle et formation professionnelle également. La délégation a aussi évoqué la situation préoccupante de jeunes filles enceintes actuellement scolarisées. Avant de nous quitter, le bourgmestre de la commune de Lansele a mobilisé le commandant de SIAT, le chef de quartier et autres administrés pour lutter contre l'insalubrité, l'insécurité et les embouteillages dans sa municipalité. En clôt cette édition avec ses reportages signés Alain Bikaï. Cette rencontre organisée conformément aux directives du vice-premier ministre de l'Intérieur a porté sur 3 priorités, la sécurité, la salubrité et la lutte contre les embouteillages dans la commune de Lansele. Appelant à une responsabilité collective, le bourgmestre Franck Bonzo-Lamesso a insisté sur la collaboration entre services de l'ordre, autorités coutumières, leaders communautaires et citoyens pour éradiquer l'insécurité et améliorer les cadres de vie. Les participants se sont engagés à faire respecter l'autorité de l'État, la sensibilisation et à dénoncer les fauteurs de troubles. Son adjoint Christian Matata a salué la pertinence des résolutions adoptées, estimant qu'avec une application rigoureuse, Lansele pourrait devenir l'une des communes les plus stables de Kinshasa. Je pense que même le VPM, il a parlé des sanctions. Nous allons sanctionner. Nous allons vraiment sanctionner. À commencer même par la population. Parce que même la population a zappé un rôle à jouer. Il a aussi les devoirs. Pour de nombreux observateurs, cette réunion a constitué un signal fort de mobilisation collective et une étape vers des solutions durables au bénéfice de la population. C'était un journal de la rédaction coordonnée par Luzen Sakala, réalisé par Peshum Bengayaka Songo et Mamita Bangoulou, assisté de Georges Gabisopo, Liévin Yoba et Alain Galia. Merci à vous qui nous suivez depuis la ville de Mwanda dans le Congo central. Je vous retrouve demain à 7h avec le même sourire.